à toutes et à tous. Je vais moi aussi essayer de tenir mon temps. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à prendre la parole pour parler de l'expérience de l'AFM Téléthon et de sa mobilisation pionnière, je dirais, dans le cadre du combat contre les maladies rares. Alors, qui nous sommes? Je vais essayer de faire vraiment très rapide. J'ai 18 slides pour tout vous dire. 18 slides, 1 minute par slide, c'est ce que j'ai dit, pas plus. J'en suis à la 3e, c'est parfait. Je surveille si personne ne dort. Là, je sentirai que ça ne va plus. Donc, nous sommes une association de malades et de parents de malades. Et je dirais que notre association, pour faire très court, elle est née, mais je crois que l'expérience qui a été citée tout à l'heure par Christian ou par Claude, c'est un peu la même chose. Notre association, elle est née d'une révolte. Et je crois que c'est toujours comme ça que ça se passe. Claude parlait de « il faut qu'il y ait des victimes pour que on puisse s'intéresser à nous et à ce que nous portons ». Eh bien, nous, il y avait plein de victimes puisque nos enfants mouraient dans l'indifférence la plus totale. Et ils étaient concernés par des maladies rares, mortelles et chroniques, bien évidemment. Donc, même si nous sommes connus davantage depuis le premier Téléthon en 87, notre association existe depuis 1958. Ça a toujours été une association de malades et de parents de malades. Notre conseil d'administration est uniquement composé de gens concernés par la maladie. Uniquement. Donc, nous sommes entourés, bien sûr, de conseils, de comités. Notamment, nous avons un conseil scientifique depuis 1981, donc qui a changé régulièrement, je vous rassure. D'ailleurs, au fur et à mesure que nous avancions sur le chemin du médicament, nous en sommes actuellement au 8e conseil scientifique, 90 scientifiques bénévoles qui sont à nos côtés pour nous conseiller, nous éclairer dans leur avis, mais c'est nous qui prenons les décisions et c'est nous qui impulsons la politique et la stratégie. Des valeurs fortes, alors voyez un certain nombre de valeurs importante. Ça rejoint aussi des mots qui ont été dits tout à l'heure par Christian, par Claude. La mort aux trousses, l'urgence, le refus de la fatalité. Ça, c'est une posture à l'association. C'est-à-dire, même si on nous a dit que nos enfants allaient mourir, même si on nous a dit qu'il n'y avait pas d'espoir, vraiment, ça a été de se dire que non. On devait pouvoir trouver des solutions. L'audace. Je ne sais plus qui parlait d'audace tout à l'heure, monsieur Pifto, je crois. L'audace des gens qui n'ont rien à perdre, parce que quand on perd ses proches ou quand on a l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, on n'a pas peur de grand-chose. L'innovation et puis une stratégie d'intérêt général, j'y reviendrai parce que ça, c'est extrêmement important. La transparence et puis un incontournable, le pouvoir des malades. J'y reviendrai en conclusion en reprenant une phrase de Michel Calon sur ce que veut dire le pouvoir des malades, qui n'est pas un exercice arbitraire, solitaire, mais c'est vraiment une stratégie d'alliance, comment les malades sont à leur juste place. C'est un mot qu'on emploie souvent, le juste, j'y reviendrai aussi sur le juste prix, mais la place des malades est extrêmement importante. Stratégie d'intérêt général, parce qu'on s'appelle donc AFM Téléthon, AFM, Association française contre les myopathies. Et le choix de l'association a été, au lendemain du tout premier Téléthon, n'a pas été de s'intéresser seulement à notre, entre guillemets, petite poignée de maladies, même si ça représente déjà des milliers de malades, mais ça a été vraiment d'avoir cette vision de l'intérêt général. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'appuyer sur les spécificités de nos maladies pour en construire des solutions pour tous. Partir de nos problématiques spécifiques et construire des solutions au bénéfice du plus grand nombre. Ça s'exerce dans les domaines que vous voyez ici cités. La myologie, donc la science du muscle, la génétique, puisque les maladies neuromusculaires donc, sont des maladies du muscle, ce sont aussi des maladies génétiques, donc faire avancer la recherche dans la génétique. Ce sont aussi des maladies qui génèrent des situations de handicap, faire avancer les problématiques qui concernent la citoyenneté des personnes en situation de handicap, maladies rares, et j'y reviendrai. Et puis, il ne faut pas oublier que les maladies rares, aujourd'hui, pour seulement 1% d'entre elles, il y a des traitements. Donc, pour 99% des maladies rares qui sont au nombre de 6 à 8 000, il n'y a pas de traitement. Donc, c'est œuvrer dans ce sens, évidemment. Évidemment, le Téléthon aussi nous a offert des moyens qui nous ont permis d'avoir cette politique d'intérêt général et de faire des choses vraiment extraordinaires. Quand je parlais de valeurs tout à l'heure,
il y a aussi une valeur ou un ADN qui est très commun dans notre association, qui est celui de la détermination et du courage. C'est important à souligner. Je crois que c'est aussi une marque de fabrique qu'on a pu retrouver chez Christian et chez Claude, en tout cas chez tous ceux qui le représentent. Alors le Téléthon, opération unique. Le Téléthon, parce qu'il y avait un Téléthon aux États-Unis qui était porté par une association qui est l'homologue de la nôtre. Et donc nous avons souhaité et essayé d'obtenir ce premier Téléthon en 87. Ce qui fut le cas, le premier week-end de décembre. Le Téléthon, c'est tout ce que vous voyez inscrit ici, mais je dirais que le Téléthon, c'est bien plus que ça. C'est un lien social extraordinaire. Ça mérite d'être souligné. Le Téléthon, c'est aussi un moyen de faire rentrer la recherche dans les foyers, de faire rentrer aussi cette notion de différence. Et le Téléthon, c'est aussi l'école du don. C'est Recherche et Solidarité qui disait cela. C'est une réalité. Nos donateurs sont en général des pluridonateurs. Et donc, ça donne cette culture. Nos principes d'action, vous les voyez ici cités, qui ont été aussi possibles parce que nous avions les moyens du Téléthon, mais aussi parce que nous avions cette stratégie d'intérêt général dont je parlais tout à l'heure. Donc, l'innovation, vous le revoyez souvent. Pour les maladies rares, il n'y avait pas de solution, enfin, que ce soit dans le domaine social, médical ou scientifique. On parle souvent de faire rentrer le malade dans le milieu ou dans le monde médical. Vous imaginez le faire rentrer dans le milieu scientifique. Ce n'est pas simple non plus, encore que peut-être plus simple que dans le milieu médical. Et c'est par expérience que je vous dis cela. Donc, innovation scientifique et sociale comme priorité. Nous sommes donc une association opératrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons nos propres laboratoires de recherche. Nous avons aussi nos propres équipes de recherche. Une association qui a une politique de valorisation dans le domaine de la recherche, qui est basée sur 2 principes très très simples, notre politique de valorisation. C'est d'abord faciliter, tout faire pour que soit facilité l'accès des patients aux médicaments. Ça, c'est un premier grand principe. Et puis, deuxième principe, avoir un juste retour sur les sommes qui ont été investies dans la recherche que nous avons financée. Donc, c'est basé seulement sur ces 2 principes. Le patient, toujours le patient au centre, et donc avoir cet accès privilégié aux médicaments, et ensuite avoir un juste retour sur les investissements en recherche. Association opératrice dans le développement du médicament, nous avons un de nos laboratoires associatifs qui est établissement pharmaceutique. Une volonté de faire évoluer les cadres réglementaires et les politiques publiques. Surtout pas nous substituer à, et vous allez le voir, c'est essayer autant que faire se peut, après que nous ayons mis en place un certain nombre d'actions, de faire la démonstration de la pertinence de ces actions et faire autant que faire se peut, obtenir qu'elles soient reprises, notamment par les politiques publiques. Et puis l'intérêt général, bien sûr, comme moteur. 3 stratégies gagnantes. De la génétique, où il n'y avait pas grand-chose dans les années 80, aux thérapies issues de la connaissance des gènes, les maladies rares, de la prise de conscience à une politique de santé publique. Je le disais tout à l'heure, 6 à 8 000 maladies rares. Il fallait que l'union fasse la force. On n'avait pas le choix. Et il faut en toutes circonstances, bien sûr, avoir cette stratégie d'alliance et cette stratégie d'union. On se doute bien que si chaque association, pour ses dizaines ou centaines de patients, va, entre guillemets, revendiquer, elle ne va pas obtenir grand-chose. Il faut absolument qu'on soit tous unis pour revendiquer au nom des problématiques communes à l'ensemble de nos maladies rares. Et puis, le chemin de la citoyenneté, nous en parlerons. Sur la recherche, je vais rapidement, je vais essayer en tout cas d'être très rapide pour évoquer quelques dates, quelques actions clés qui ont marqué ce chemin, je dirais, du médicament qui va de la génétique aux thérapies innovantes. 90, je vous rappelle, 87 était le premier Téléthon. 90, on crée notre premier laboratoire avec le Centre d'études du polymorphisme humain, qui est le laboratoire Généton, qui est à l'origine des premières cartes du génome humain. Et puis, ça fait le lien avec ce que je disais, ne pas nous substituer. Mais une fois qu'on a posé les premiers marqueurs sur le génome humain, c'est porter cette preuve devant les pouvoirs publics pour dire maintenant, c'est plus à nous de le faire, c'est au pouvoir public de prendre la relève.
Et donc, Généton 1 s'est transformé en centre national de séquençage sur Génopole Évry. Même chose, une fois qu'on a identifié des centaines de gènes, c'était le Généton 2, c'est de dire au pouvoir public, maintenant c'est à vous de prendre la relève, d'où naissance du centre national de génotypage sur Génopole Évry. 94, le plan Génome et Santé est lancé. En collaboration, donc nous étions aux côtés du ministère concerné, de 2 ministères concernés pour lancer le plan Génome et Santé. 98, nous créons Génopole, qui est un GIP. La marque Génopole appartient à la FM Téléthon également. Aujourd'hui, Génopole, ce sont 75 entreprises de biotechnologie sur le site d'Évry et environ une trentaine de laboratoires académiques, donc 2000 emplois qui ont été créés. Et puis aujourd'hui, près de 4000 gènes de maladies identifiés. Au-delà du laboratoire Généton, nous avons aussi créé 3 autres laboratoires dont nous sommes les financeurs majoritaires. Donc, quand je dis créer, c'est qu'en général, on est le financeur majoritaire. Et à nos côtés, il y a aussi des équipes académiques. Et donc, certains des laboratoires, si je cite par exemple ISTEM, c'est moitié la FM Téléthon, moitié l'INSERM et l'université. Et l'Institut de biologie, c'est aussi la même chose avec des partenariats publics à nos côtés, mais nous sommes une co-tutelle. Et au-delà de ces 4 laboratoires et de ces 600 experts, 200 à 300 programmes de recherche qui sont financés tous les ans. Nous avons aussi créé un fonds d'amorçage pour que des projets scientifiques qui étaient arrivés à un certain stade de maturité puissent donner lieu à la création de biotech pour que ça aille plus vite vers le médicament. Et nous avons créé ce fonds d'amorçage avec BPI France. Nous engageons, nous, à FM Téléthon, à apporter 30 millions d'euros et BPI France 20 millions d'euros pour la création de start-up sur 5 ans qui vont permettre d'aller plus vite, toujours dans cette logique d'aller plus vite aux médicaments. Et puis, un élément aussi important, c'est que à partir de ces problématiques des maladies rares et de ce besoin de trouver des solutions thérapeutiques pour les maladies rares, on voit que c'est un véritable laboratoire d'innovation pour des maladies bien plus fréquentes. Et donc, il y a de vraies passerelles entre la recherche sur les maladies rares versus une recherche et un développement de médicaments innovants pour des maladies bien plus fréquentes. Maladies rares, je disais, prise de conscience et une politique de santé publique. Quelques dates clés que j'évoquerai très rapidement et surtout sous forme de 4 grandes périodes. 87, premier Téléthon à 94, vraiment faire entrer les maladies génétiques dans la sphère publique, le rôle du Téléthon. 94-2001, initier et soutenir la création d'acteurs pour faire émerger les maladies rares. Vous verrez dans la slide suivante un certain nombre d'acteurs qui sont nés pendant cette période. Il ne faut pas oublier, dans des dates fortes, des dates importantes, 99, les États généraux de la santé et le Forum citoyen les maladies rares avec leur lien avec le système de santé. Il y a aussi 2001, Bernard Barato, mon prédécesseur à la présidence de la FM Téléthon, qui avait écrit un rapport qui a été présenté devant le Conseil économique et social sur les maladies rares, 5000 maladies rares, le choc de la génétique. Donc tout cela pour éveiller les consciences, bien sûr. 99-2004, agir pour la reconnaissance. Et puis 2005-2015, 2 plans nationaux pour les maladies rares. Avec un premier plan qui était beaucoup plus ambitieux, faut-il le rappeler, que le deuxième, pour la première période 2004-2009. Et ensuite, nous sommes actuellement à la fin du deuxième plan maladies rares qui fait l'objet d'évaluation. Les acteurs des maladies rares qui sont regroupés sur une plateforme qui se trouve à l'hôpital Broussais, dont nous sommes, on va dire, un impulseur fort, et un soutien très très fort sur tous ces acteurs qui sont regroupés, qui font que nous sommes vus comme le French Model au niveau européen des maladies rares, avec cette task force de ces différents acteurs qui portent la voix des malades, soit au niveau français, mais aussi au niveau européen, bien sûr, et je pense à Eurordis plus spécifiquement, qui portera cela même au niveau international maintenant. Une doctrine forte, et ça fait le lien avec cette troisième stratégie payante,
Une doctrine forte chez nous qui, à partir de la classification OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et surtout la classification internationale du handicap, devenue ensuite CIF, classification internationale du fonctionnement de la santé et du handicap, avec basé sur ce schéma que vous connaissez, lésion, déficience, incapacité, handicap ou désavantage social. Pour la lésion, évidemment, il faut faire avancer la recherche pour aller vers le médicament. Déficience, l'accès aux soins et le droit à l'accès aux soins extrêmement important, bien sûr. Pour les incapacités, le droit à compensation, à compenser, non pas compenser le handicap, ce qu'on voit souvent, mais compenser les incapacités. Et nous avons beaucoup milité avec d'autres acteurs associatifs pour que dans la loi du 11 février 2005 sur la citoyenneté et la participation sociale, il y ait reconnaissance du droit à compensation. Et puis, en effet, nous avons mis quelque énergie aussi pour que puisse un jour voir le jour, le droit à l'accompagnement puisse voir le jour, un droit à l'accompagnement à l'autonomie en santé. Alors, empowerment, avant que la ministre ne parle de empouvoirment, je m'étais permise de l'écrire dans la langue d'origine. Donner aux malades les moyens d'exercer leur libre arbitre, je dirais, sur leur environnement et surtout sur leur parcours de santé. Pour nous, c'est extrêmement important. Je me souviens d'un colloque fin 2013 en collaboration avec la chaire de santé à Sciences Po où nous avions organisé ce colloque justement pour que puisse être pris en compte ce droit à l'accompagnement dont on voit les prémices dans l'article 92 de la loi de modernisation qui sort. Le chemin de la citoyenneté sur cet accompagnement et cette notion d'accompagnement des malades, nous avons développé un métier dès 88, le métier référent parcours de santé des professionnels qui sont justement aux côtés des malades, qui ne font pas à la place des malades, qui sont aux côtés justement pour qu'ils puissent, ces malades, exercer leur libre arbitre et qu'ils soient autonomes, bien sûr, dans leur parcours de santé. Et puis, j'ai aussi repris cet élément autour du droit à compensation et ce lobby que nous avions pu mettre en place pour obtenir qu'il soit reconnu dans la loi du 11 février 2005. Puisqu'on parle de... j'ai plus que 2 slides, Eric. Puisqu'on parle d'explorer de nouvelles frontières, je me suis permise cette slide parce que ça représente notre nouvelle frontière à explorer, plus qu'à explorer, parce que je dirais qu'on est en plein dedans actuellement, avec notamment nos laboratoires et plus spécifiquement Généton, qui est établissement pharmaceutique. Important de créer de nouveaux acteurs dans le développement du médicament et que la parole des malades soit prise en compte et que nous puissions contribuer aussi à bousculer, je dirais, un peu les modèles traditionnels de l'industrie pharmaceutique ou les modèles traditionnels économiques pharmaceutiques, avec notamment, c'est pour lancer les débats, des objectifs de prix justes et maîtrisés pour les médicaments et surtout des prix qui soient assumables par la collectivité et qui fassent que personne ne soit exclu de ces remboursements ou de ces prises en charge, même si je n'aime pas ce mot. Et puis pour conclure, je ne résiste pas au plaisir de reprendre cette phrase qui est issue d'un livre qu'a écrit Michel Callon et Volonona, dont je ne donne jamais le nom parce que c'est trop compliqué, sur notre association Le pouvoir des malades. Ce pouvoir n'est pas synonyme d'exercice arbitraire et solitaire de l'autorité, encore moins de revanche. C'est un pouvoir éclairé qui reconnaît la contribution irremplaçable des spécialistes, certes, mais c'est un pouvoir qui donne aux malades le dernier mot. Ils sont source d'idées, de questions, de savoir et de savoir-faire. Ce sont eux qui constituent l'ultime objet de tous les efforts qui sont consentis. Le pouvoir des malades n'est que l'autre nom donné à la volonté de guérir. Merci de votre attention.